sol nunca vai parar de brilhar como o meu coração. Eu sei que o mundo não vai parar de girar. Voilà, moi le but pour moi c'est d'être le plus bref possible. Je remercie Nia d'avoir choisi la maison de Bernadette et moi pour vous recevoir. Alors vous venez spécifiquement pour eux. Merci d'avoir amené plusieurs choses, contribué à la petite réception d'après. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous souhaiter. Et je donne la parole à Nia et à Willy Lefebvre, qui est un ami de Nia, et il va expliquer tout cela. En 2 mots. Voilà. Voilà. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me disais qu'avec 50 personnes, je serais aux anges. Et là, on est presque 70. Hein. On a fait le compte hier. Hein. Et je me dis, mon Dieu, mon cœur qui bat en rythme. Alors, je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie à beaucoup pour votre fidélité. Parce que c'est la 3e présentation que je fais à la sortie de chaque livre et de mes livres. Et à chaque fois, vous étiez là. Et pour les nouveaux venus, je suis très contente que vous soyez là. Donc voilà, je vous remercie du fond du cœur de votre amitié et pour votre présence. Alors je voudrais aussi remercier toutes celles et tous ceux qui ont sauvé avec des tartes, des gâteaux, des sissis, des celles-là, une petite friandise du Vietnam pour notre goûter. Et puis magnifique comme d'habitude. Alors, en dernier lieu, évidemment, merci à Michel et à Bernadette Huntin qui accueillent cette réception chez eux. Et ce n'est pas la première fois, parce qu'à la sortie de mes 2 précédents livres, j'ai eu la chance de pouvoir aussi les présenter ici. Et donc, Pete et Berthe, alias Michel et Bernadette, merci pour votre générosité, jamais démentie. Alors, cette fois-ci, la présentation, je ne serai pas seule à la faire. Je la ferai en duo avec Willy Lefebvre, qui est un ancien libraire très connu aux Zoutes et qui maintenant est une figure connue du monde littéraire. Donc à nous deux, on va vous proposer un échange où j'essaierai autant que faire se peut d'aborder des thèmes qui sont évoqués dans le livre. Et maintenant, je cède la parole à Willy. Parce que Willy va dire, je vais te proposer une piste, mais moi je ne sais pas quelle piste il est, hein. Je ne sais pas où il va m'entraîner sur un très inconnu. Non, je ne suis pas préparée du tout, mais un peu de spontanéité, c'est bien aussi. Voilà. Merci Touillet de parler après toi, ce n'est pas évident, surtout après avoir lu ce qu'on a pu voir chacun et chacune ou chacun dans la livre il y a quelques jours sur le drame qui a lieu en Angleterre. Et je pense que le mot de Touillet nous a tous beaucoup touchés. Et je te remercie encore pour ce délicat mot. Et je dois dire, la presse en a fait un large écho, beaucoup d'amis en ont parlé. Et c'est avec beaucoup d'émotion, évidemment, que je prends la parole après toi. Parler d'un livre de Touillet n'est pas évident parce que vous toutes et vous tous la connaissez beaucoup mieux que moi. Vous êtes ses amis. Moi, je l'ai lu il y a déjà quelques années. J'ai pu le prendre, j'ai pu lire. Vous m'entendez? Tu peux décrocher, hein. Bon, alors, j'ai pu lire et découvrir les ouvrages de Touillet au fil du temps. C'est vrai qu'il y a beaucoup de privé dans ce que Touillet raconte, et comme vous la connaissez depuis de nombreuses années, y revenir sur les différents ouvrages n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est surtout le sujet de l'écrivain qui a toujours des choses à raconter, des choses à dire, des choses à écrire, et faire découvrir ces choses. Alors, c'est frapper à une porte, c'est frapper à une deuxième porte, et heureusement, donc, la Maison Academia, l'éditeur qui l'a retenu, l'a fait participer à une journée où, je vais dire, la lecture a été retenue, a été lue par certaines personnes qui sont présentes ici, dans une collection qui s'appelle Évasion,
Et je dois dire que l'initiative de cette maison d'édition est quelque chose d'extraordinaire, parce qu'encore une fois, c'est une première sélection qui se fait grâce, je vais dire, au grand pas d'un auteur. Il y a des auteurs qui envoient dans 36 maisons d'édition, et puis ils attendent passivement, sans encore discuter de leur bouquin, ils n'ont pas la chance d'en discuter. Or ici, ça s'est présenté de cette façon-là, c'est qu'elle a déjà pu défendre son ouvrage, donc les écouteurs, je vais les appeler comme ça, se sont rendus compte d'une motivation, de un. Donc ce n'est pas un auteur passif qui va compter sur sa maison d'édition, donc elle a contribué déjà à quelque chose. Et évidemment, faire vibrer le cœur de ces lecteurs est quelque chose d'extraordinaire, de ces lecteurs professionnels qui sont, eux, à la recherche du poisson rare. Parce qu'encore une fois, il y a un financement à devoir faire, c'est un investissement financier, c'est un risque financier qui est pris par une maison d'édition. Donc là, c'est quelque chose dont l'auteur, lui, n'a pas conscience. Lui, l'auteur, il a écrit, j'ai fait mon job pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 ans, et puis basta, c'est publié, et puis bon, où est-ce qu'il est mon livre? Ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut à l'heure actuelle, vu, je veux dire, le nombre de livres qui sortent, que l'auteur s'implique lui-même. Or, je pense que Touillette le fait très très bien. On a déjà eu l'occasion de se rencontrer, de participer à l'une ou l'autre soirée ou rencontre. Je vais proposer que tu prennes le micro en main parce qu'on t'entend pas. Ah oui, peut-être oui. Je vais essayer de rallonger. Comment ça marche ici? Non, mais eux n'entendent pas. Ils n'entendent pas. Il y a encore des places libres au fond, si vous voulez. Oui, d'accord, parfait. Dedans, d'accord, ça va, c'est parfait. Alors, la maison d'édition Academia est une maison qui est située à Louvain-la-Neuve. Et heureusement que Touillette a déjà eu ces petits supports dans le monde de la littérature, et je tiens à citer aussi l'influence, ou je vais dire le soutien qu'a pu lui accorder Vincent Engel, qui au fil du temps accompagne et suit, regarde et observe un petit peu ce que Touillette fait. Alors revenons un petit peu à notre oiseau ici. Donc, soie et métal. Soie et métal est quelque chose qui va aborder, je vais dire, tout le cœur du sujet. Et ce que Touillette va vous dévoiler, parce que moi je ne tiens pas à dévoiler le cœur du sujet, là n'est pas mon rôle, vous devez avoir une curiosité à voir ce que les différentes pages vont vous révéler, mais au fil des pages, il est évident qu'elle nous entraîne, elle nous embarque dans une réflexion, sur ce qu'il s'est passé à une époque où nous étions jeunes. On a entendu, on a vu à la télé, à la radio certains événements, mais on a survolé, comme on survole tous les conflits à l'heure actuelle, on n'est pas tous impliqués. Or, avoir, je vais dire, une voix qui vient nous rappeler, qui vient nous introduire au sein d'une famille, au sein de différents événements, là c'est un privilège extraordinaire, et je dois dire, c'est un petit peu ce qui m'a passionné aussi, c'est l'histoire. L'histoire, c'est l'histoire, mais c'est aussi la plume qu'emploie Touillette pour nous révéler des choses très intimes. En 2 mots, on est un samedi, le week-end devant soi. Sur la table, une enveloppe en papier craft. À l'intérieur, un paquet entouré d'un papier cadeau, fermé par un ruban satiné. Le ruban dénoué, le papier écarté, une enveloppe bleue, contenant, selon toute vraisemblance, la lettre d'accompagnement d'un objet qui se trouvait en dessous. Un carnet de bonne épaisseur. Histoire de Pimlan, le titre du carnet. Pimlan, le nom sur lequel ses yeux brûlent toujours. 8 ans déjà. Elle était si jeune, à peine 16 ans. Qui m'a envoyé ça? Lance Clara, le regard furieux. La jeune femme continue à foudroyer l'objet du regard, lequel ne tarde pas à devenir à ses yeux un cheval de Troie. Sur le rabat de l'enveloppe, un nom, une ville, un pays. L'expéditeur s'appelle Phan et habite Ho Chi Minh Ville, au Vietnam. Sa main tremble quand elle extrait la lettre de son enveloppe, et avant de la lire, elle regarde autour d'elle comme si elle était sur le point de commettre un délit. Comme si, Saigon, le 7 août 2004. Mademoiselle,
Je prends la liberté de vous écrire et de vous faire parvenir le carnet ci-joint. J'y ai relaté l'histoire de votre mère. Cela m'a pris beaucoup de temps. Aussi, j'espère que vous réserverez un peu du vôtre pour le lire, même si colère est encore grande au souvenir de ce qui s'est passé. 8 ans ont passé, mais elle n'a pas oublié. C'était le chaos, le séisme. Le silence de sa mère n'avait jamais posé de problème à Clara. Il n'existait pas la limite, car elle avait toujours existé dans la même façon, qu'à force d'être la pluie, on ne la sent plus. Vous y apprendrez sur votre mère ce qu'elle ne vous a pas dit, parce qu'il est des choses sur lesquelles on préfère ne pas revenir et où on est incapable, tout simplement, tant elle nous brûle encore. Des mots se fâche Clara. Il est vrai cependant que Kimlan, sa mère, n'évoquait pas la terre d'où elle venait et qu'elle était également muette sur ses proches, établis aux États-Unis, et sans leur grand-mère, Mian, qui venait les voir 2 ou 3 fois par an et qui parlait de leur oncle d'Amérique, Clara et son frère n'auraient pas su que leur autre famille existait. Que peut donc contenir ce carnet, sinon des choses qui brûlent? Merci Willy. Sinon, je l'enlève. Ah, merci. Ok, vous m'entendez? Oui. Très bien. Merci Willy pour cette introduction. Il faut savoir que un beau matin, Kimlan, la maman de Clara, qui avait alors, Clara, 16 ans, a quitté sa famille, son mari et ses 2 enfants. Une famille qu'elle adore, qu'elle chérit. Et Clara, sur sa logique qui dit, quand on aime, on ne quitte pas, elle a renié sa mère. Parce qu'elle ne veut même pas savoir pourquoi sa mère est partie. Et 8 ans après, elle reçoit le carnet dont vient de parler Willy, écrit par un inconnu, un Vietnamien, qu'il écrit dans l'intention de lui apprendre la raison du départ de sa maman et pour réconcilier les 2 femmes. Parce que si Clara a souffert, énormément souffert, sa maman a aussi souffert d'avoir été reniée par sa propre fille. Et donc toute l'histoire tourne autour, dont le carnet va dire la raison du départ de Kimlan, de la maman de Clara, qui a maintenant 24 ans, et va raconter toute une tragédie que, comme Willy vient de dire, qu'elle ignorait, parce que sa maman ne parlait jamais de son passé, jamais de la tragédie, c'est-à-dire de la perte du Vietnam, du Sud, de l'exil et tout ça. Et donc Clara, d'abord, elle ne veut pas lire ce carnet. Elle dit, moi c'est fini, je suis guérie, j'ai plus envie de parler de ça. Et c'est pour ça que elle a considéré ce carnet comme un cheval de Troie, hein, qui va l'inciter petit à petit à lire le carnet. Et s'il refuse, mais bon, je dis dans ce livre que parfois les destins existent. Il y a 2 destins, enfin il est intervenu 2 fois, et pour finir, elle va quand même lire le livre. Et elle sait, et elle pleure, et elle est bouleversée. Mais est-ce qu'elle va se réconcilier avec sa mère? Parce que son père a souffert, elle a souffert, et donc elle se dit, et l'auteur du carnet, qui s'appelle Femme, termine sa lettre avec une question. Les incendies des forêts s'éteignent toujours. Pourquoi pas des incendies des âmes? Et c'est cette question qui va le trotter en tête, mais on ne sait toujours pas si elle va se réconcilier avec sa mère. Et c'est un peu ça aussi le questionnement. J'aurais pu appeler le livre, au lieu de Soie et métal, Dilemme. Parce qu'il y a beaucoup de dilemmes dans cette histoire. Les dilemmes, c'est quoi? Les dilemmes, c'est un choix impossible. Vous avez 2 voies. Que vous choisissiez l'une ou l'autre, vous laisseriez la moitié de vous dans la voie que vous n'avez pas choisie. C'est déchirant, c'est les drames cornéliens, les choix cornéliens. Et dans ce livre, j'ai été très cruelle avec mes personnages, parce que je les ai plongés, non seulement Clara, mais aussi le père de Clara, la maman de Clara, et l'homme
qui envoient le carnet, je les ai plongés dans un dilemme, je les ai poussés dans leur dernier retranchement, poussés au paroxysme, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Parce que quoi que je fasse, je souffre. Donc, et parfois je me dis, oh, je suis trop méchante avec mes personnages. Mais c'est vrai, je les aime tellement. Et je ne sais pas ce que je dois faire. Est-ce que je dois continuer cette lancée parce que j'ai des choses à dire, parce que ce sont des choses qui me touchent entre la soie et le métal. Quoi choisir? La douceur de la soie, la douceur de l'amour, ou le métal qui représente la rigueur du devoir. Est-ce que je prends le morceau de soie et j'enveloppe le métal parce que je privilégie l'amour, ou est-ce que je prends le métal et je tranche la soie parce que je privilégie le devoir? Et là, ils sont dans ce dilemme-là. Et parfois, je crée des personnages, je leur donne une personnalité, je leur imprime un caractère, et ils m'échappent. C'est eux qui décident. Je ne peux pas décider pour eux. Parfois, je dis non, 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 je vais arrêter. Ils disent non, 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 mais moi je suis comme ça, tu dois. Et donc, je suis ma plume. Et il m'arrive déjà de faire mourir des personnages et après de les ressusciter parce que je les aime tellement, je ne veux pas qu'ils meurent. Ils meurent. Et je les ressuscite. Et puis après, il me dit, mais non, je dois mourir pour servir ton histoire. C'est pour ça que tu écris. Tu ne dois pas, je veux mourir. Et donc, je les laisse mourir. Et c'est ça la passion d'écrire. Vous avez l'impression que vous êtes tout puissant sur vos personnages. Mais si vous les créez bien, si vous leur donnez un caractère, une personnalité, c'est eux qui décident à la fin. Et là, vous allez savoir ce que Clara va décider. Parce que là, je ne peux pas révéler. Je ne peux pas révéler. C'est comme un jeune chien, hein? C'est comme un jeune chien, un jeune animal qui voit quelque chose, il est surpris. Il voit quelque chose, il tourne autour une fois, deux fois il se rapproche, puis il s'écarte. Puis il s'approche à nouveau, il renifle un petit peu, il essaie de reconnaître l'objet. Eh bien, Touillette dans l'écriture, elle est comme ça aussi au niveau des différents personnages. Elle ne fonce pas directement dessus, elle nous les décrit par devant, par derrière, qui ils sont, leur environnement et tout. Et elle n'a encore rien révélé de son histoire jusqu'à présent, parce qu'elle tourne autour de quelque chose. Va-t-elle lire? Quand va-t-elle le lire? Quand va-t-elle prendre la décision? Là, c'est toute la subtilité de la plume de l'auteur qui sait faire patienter le lecteur. Mais parmi les une chose, évidemment. Oui. Je voudrais lire un passage où Clara refuse... de lire le carnet. Histoire de Kim Lan, le titre du carnet. Kim Lan, c'est le nom de la maman, hein? Le nom sur lequel ses yeux brûlent toujours. 8 ans déjà. 8 ans depuis que, le teint pâle, mais l'avoir passionnée, elle a prononcé ces paroles de non-retour. À partir de cette seconde, ne me parlez plus d'elle. Ne prononcez même pas son nom en ma présence. Je vous l'interdis. Elle n'existe plus pour moi. Son père, son frère, Riri, ne disaient rien. Ils savaient. Les autres étaient proprement scandalisés. Elle était si jeune, à peine 16 ans. Que sait-on de la vie à cet âge? Depuis quand renie-t-on sa mère? Et elle, de leur répondre, le cœur fermé et les poings serrés, que seul l'insomniaque sait combien la nuit est longue, que seul le bonsaï sait ce qu'il a enduré d'avoir été taillé dans sa chair, que seuls ceux qu'on aime ont le pouvoir de nous faire mal, et qu'il n'existe qu'une façon de leur ôter ce pouvoir, ne plus les aimer. Et fallait-il avoir 100 ans pour le savoir? Alors ce carnet est une blague, une très mauvaise blague, et en aucun cas il n'a sa place chez elle, comme sa mère n'a plus la sienne dans sa vie. Depuis qu'elle est partie, les laissant tous les trois, son père, son frère et elle, dans la maison vide, dans la maison froide, dans la maison plongée dans l'absence, comme dans une chambre mortuaire, avec un silence sépulcral pour unique musique. Il faut dire que Clara est très passionnée. Elle avait 16 ans, hein, donc elle réagit avec la spontanéité, avec l'intransigeance de son âge. Mais bon, quand elle avait renié sa mère. Mais maintenant, on ne sait pas ce qu'elle décidera par la suite, parce que le cheval de Troie va continuer à jouer son rôle, et peut-être, je ne sais pas,
Parce que c'était elle qui me dit à la fin ce qu'elle décide. Moi, je dis, oh, tu vas faire ça. Elle dit, non, 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 je fais autre chose. Et puis, c'est très gai d'écrire. On rit, on pleure, on rit, on pleure, on reprend. Non, c'est très gai. Je suis très, très, très contente de réussir ce livre. Tu vois. Par contre, il y en a un qui est très, très, très patient parce que lui, il attend 2920 jours sans plume, ni encre, et encore moins de papier, sans possibilité de former des mots, sauf sur la table, sauf sur le dos du vent. Pianiste sans piano, condamné à jouer dans sa tête, ses doigts dansent sur un clavier imaginaire. Alors, il faudrait peut-être que je situe ce personnage. Voilà. Comment le situer? Donc, ce personnage est un pilote de chasse dans l'armée du Sud, pendant la guerre du Vietnam. Il a rencontré Kim Lan une seule fois, quand Kim Lan est rentrée pour les vacances, parce qu'elle étudiait en Belgique et elle rentrait pour les vacances d'été. Il l'a rencontrée une seule fois. Et quand elle est partie, il lui a demandé son adresse et sa permission de lui écrire. Alors, elle lui a donné son adresse, parce que c'est une jeune fille très ouverte. Alors, il lui a écrit. Il lui a écrit plus d'une centaine de lettres. Ils ne se sont jamais revus. Mais année après année, c'est plus d'une centaine de lettres. Et la couverture que vous voyez là, ce sont des lettres. Ce n'est pas une photo qu'on a prise dans une bibliothèque de photos sur Internet. Ce sont mes lettres. Parce que ce pilote de chasse, je l'ai rencontré. C'est une partie de mon histoire. Et un jour, en rangeant mes papiers, en faisant un peu place nette pour si jamais je pars et que mes enfants ne doivent pas s'encombrer avec tous ces papiers, je suis tombée sur une boîte à chaussures. Je ne savais plus ce que j'avais mis dedans. Et je l'ai ouverte et j'ai vu ces 106 lettres. Et c'est ça qui m'a donné l'envie d'écrire, pour raconter cet homme qui attendait la femme qu'il aimait. Bon, ce n'est pas exactement mon histoire, hein, c'est juste un peu de projection, mais c'était le début. Et qu'il n'avait jamais revu, et qui a échoué dans un camp de rééducation, parce qu'il était dans l'armée du Sud, alors que le Nord a gagné, et qui attendait jour après jour pour être libéré, pour pouvoir écrire à cette femme. C'est donc il attendait, pianiste sans piano, jouant sur un clavier imaginaire, et c'est pour ça qu'il y a ce passage que Willy vient de dire. Et donc j'ai expliqué Soie et métal, et je viens d'expliquer la couverture, la photo de couverture. Et il y a une anecdote que j'aimerais bien vous rappeler, parce que quand j'ai pris la photo pour envoyer à mon éditrice, hein, parce qu'il faut quand même faire la maquette, et l'éditrice a laissé mon nom, le Turnia, dessus. J'ai dit non, ne peut pas, parce que le personnage ne s'appelle pas Turnia. Alors, on a un petit peu flotté le nom, mais mon adresse est restée, qui est Émile Banning, hein, enfin, voilà. Donc c'est un peu de moi, mais ce n'est pas exactement de moi, parce que la liberté de l'écrivain que je prétends être plus ou moins, c'est de pouvoir inventer. Parce que même quand on écrit une fiction, il y a toujours une part de soi, il y a toujours un peu de son vécu qui transparaît dans le texte. Et c'est mes thèmes, mes valeurs, pourquoi le dilemme a été tranché dans un sens et pas dans l'autre. Tu veux encore quelque chose à dire ? Oui, parce que bon, moi je parle maintenant de l'écrivain qui a présenté déjà son ouvrage dans une maison d'édition, qui ne l'a pas reçu, qu'il n'a peut-être pas lu, il a été trop vite, il a été distrait. Et puis alors, il y a, comme on le disait tantôt, cette possibilité de venir défendre l'ouvrage au sein de... comment on appelle ce... Un speed dating. Je n'ai pas mémorisé. Et encore une fois, bon, je vais dire, tu découvres quelque chose ou tu l'as lu dans la... Tiens, j'ai une anecdote. Touillette a parlé un peu du thème de l'histoire, c'est cette mère qui disparaît. Or, il se fait que je viens de présenter aussi un autre ouvrage dont le même thème vraiment est abordé. Ça m'a surpris. Ça m'a surpris parce que c'est une coïncidence incroyable, parce que dans tout ce qui est sorti dans ces dernières années-là, c'était pas tellement abordé. Je vais te dire le titre directement, c'est « L'hirondelle des Andes » de Michel Torrequez.
C'est aussi une maman dont on va partir à la recherche, on va partir, que s'est-il passé, pourquoi ci, pourquoi là. C'est vraiment extraordinaire que ces deux thèmes soient abordés aussi. Et je dois dire, eux, l'un comme l'autre, ont eu une écriture extraordinaire pour faire ressentir toutes les vibrations, tous les déchirements, mais toute l'attente qu'on va faire lors d'un voyage à l'étranger ou bien lors d'un échange de courrier. Et c'est ça, je dois dire, que je tiens à remercier encore Touillette, avec toute la sensibilité de sa plume, qu'elle a bien aiguisée maintenant, c'est de pouvoir nous inviter à quelque chose, c'est de relire l'ouvrage, parce qu'encore une fois, un bon livre, un bel ouvrage, on est gourmand, on veut découvrir l'histoire, mais le livre de Touillette a ça de très beau, c'est qu'à la relecture, vous commencez à ressouligner, si vous n'avez déjà pas fait une fois, des moments, des passages, des belles petites choses qui sont des choses qui vont vous faire méditer. Et ça, c'est important. Déjà dans les précédents livres de Touillette, j'ai souligné, j'ai fait des petites marques. Voilà, je t'en prie. Je vais peut-être vous lire encore un dernier passage et après on pourra passer aux questions. Si vous en avez, je serai heureuse de vous répondre comme je le pourrais. C'est un passage assez long, mais je l'aime beaucoup. Et maintenant, c'est le pilote de chasse qui parle. Donc, le Sud est tombé, Saigon est tombé, la guerre est perdue. Et lui, il est là, devant la grille de l'ambassade du Vietnam, mais non pas pour partir comme les autres Vietnamiens qui voulaient partir avec l'évacuation qui se faisait par les airs, par hélicoptère. Et pourquoi il est là? Sous son blouson, la lettre. Il y a passé la soirée, une bonne partie de la nuit. Dehors, l'horizon flambait, la terre s'ouvrait, des rivières vomissaient le sang. Dehors, poignardé, descendu, son pays se mourait. Et lui, assis à son bureau, il écrivait, passionnément, douloureusement, la lettre de la dernière heure, dont il caressait chaque mot, embrassait chaque phrase, pensant à l'instant où elle la lirait. Et alors, où qu'il soit, il le sentirait, et vivant ou mort, il serait heureux. C'est le moment, il sort la lettre de sa poche, et s'accrochant à la grille de l'ambassade des États-Unis par un bras, il la brandit de l'autre et crie à l'adresse de l'élu. L'élu, c'est un Vietnamien qui peut partir parce qu'il a un laissez-passer. Vous pouvez partir avec l'évacuation. Prenez cette lettre avec vous, vous la posterez pour moi. L'homme tourne la tête vers lui, voit qu'il est trop loin, hausse les épaules et s'engage dans l'étroite ouverture. Il lui reste 2 secondes. Il crie de nouveau, c'est pour ma fiancée, pour ne pas qu'elle s'inquiète. L'amour au cœur de l'apocalypse. La foule cesse de maudire à tout vent. L'homme s'immobilise, un pied dehors, un pied dedans. Ne comprenant rien à ce qui se passe, faute de comprendre les Vietnamiens. Le marine qui a ouvert la grille, y va d'un ultimatum. Avancez, avancez, ou vous resterez derrière. L'homme obtempère. La foule se tait consternée. Lui joue à son va-tout. Je vous lance la lettre, mon frère. Attrapez-la et postez-la pour moi. Le ciel vous récompensera de votre bonté. Alors que sa supplique déchire l'air, l'enveloppe quitte sa main et, telle une colombe blanche, monte vers le ciel et passe la grille à son tour. Trop tard, poussé dans le dos sans ménagement par les militaires, l'homme a disparu. Oh. Ça remue quand même. Oui, je t'ai dit ce matin, petite verte, le week-end passé, j'ai été à un dîner chez des amis et à un certain moment, on s'est arrêté sur le deuil, sur un article paru dans la Libre Belgique qui parle du deuil. Et le lendemain, Pete m'a lu l'article. Il est plein de sensibilité, plein d'humanité et j'ai beaucoup aimé. Mais ce qui m'a le plus touché, c'est ce qu'il a dit, que certains deuils ne s'effacent pas. Le temps passe, les années s'écoulent, il est là, en nous. Lové en nous, pas tapis. Tapis, c'est pas le bon terme. Lové en nous. On a beau faire, il ne s'en va pas. Et cela m'a touchée parce que j'ai ce deuil en moi. Le deuil de la patrie qu'on m'a quitté et où on ne reviendra plus. Et ça fait déjà 50 ans que j'ai quitté le Vietnam. Mais il est toujours là. Il est souterrain.
il est silencieux. Enfin, j'ai l'impression qu'il est silencieux. Et alors, c'est pour ça que j'écris, parce qu'il n'y a que moi et moi, personne d'autre qui assiste à cette sortie de mon deuil. Et j'écris pour faire son deuil, pour faire le deuil de mon deuil. Mais je n'arrive pas. Hein, j'ai déjà fait, il s'appelait déjà du journaliste français, parce que je parle du Vietnam. Il s'est appelé ensuite Soleil Fané. Il s'est appelé encore Les Guetteurs de Vent. Et aujourd'hui, il s'appelle Soie et Métal. Parce qu'il est toujours là. Et c'est lui qui nourrit mon écriture. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Je sais que c'est quelque chose que je dois vivre avec. Et voilà. Mais j'espère qu'un jour, enfin, je ne sais pas. Laissons venir et puis on verra ce qui se passera. Hein. Voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Bon, je pourrais parler 2 heures, hein, mais enfin, il y a une invité qui nous attend. Alors, si Willy a un mot de conclusion, si Pete vous dit quelque chose, sinon, vos questions, vous les posez, parce que c'est vrai que maintenant, entre renier sa mère, pas renier sa mère, est-ce que ceci, est-ce que cela, qu'est-ce qu'on doit faire, je crois que ça touche le cœur des parents, ça touche le cœur de mère. C'est Clara qui dit, quand on quitte, c'est qu'on n'aime pas. Et puis, quand elle apprend la raison, elle se demande toujours, voilà, je ne sais pas, je ne peux pas en dire plus. Mais je serais très contente si vous me posiez des questions, parce que alors je pourrais en parler. Oui. Je peux faire part de mon ressenti parce que... Ah bien sûr, parce que tu viens ici. Alors, c'est une des directrices de collection de chez Academia. Je salue ma collègue aussi. Tu peux m'asseoir? Oui, je m'attends pas à t'asseoir. Bonjour à tous. Bon, j'ai eu l'énorme chance de travailler avec Thuet sur la dernière lecture du livre, et je voulais faire part de toute mon émotion aujourd'hui d'être là parmi vous et des frissons qui me parcourent quand je vous entends lire des parts du livre. C'est un bouquin qui grimpe en émotion et qui finit inévitablement sur un silence recueilli. Alors je ne sais pas, Thuet, si tu dois faire ton deuil ou pas, parce que ça nous priverait de ton écriture. Donc, ce serait peut-être quelque chose de finalement dommage et une grande perte pour nous. Maintenant, il est des deuils beaux à vivre, je pense. Et tant que tu continues à vivre ce deuil, tu continues à faire vivre ton âme. Je pense que c'est quelque chose qui transparaît très très fort dans ce livre. Et je voulais te dire toute mon émotion de participer à cette lecture et d'avoir eu la chance de travailler avec toi. Quant à Monsieur Lefebvre, je voulais vous faire part d'une autre réflexion. Vous dites, tiens, c'est très curieux, il y a eu un phénomène de synchronicité qui veut qu'il y a eu 2 romans, un de Thuet, bien sûr, et un de Monsieur Torrekens, qui sont sortis sur la perte de la mère. Eh bien, en tant que correctrice, je m'aperçois, depuis quelque temps, c'est très curieux que les livres viennent par paire. Ainsi, j'ai eu deux livres cet été qui traitaient de l'approche thérapeutique et de l'abus de certaines sociétés pharmaceutiques dans la production des médicaments. Et tout récemment, j'ai eu 2 romans superbes qui, eux, parlent du thème du double, du masque de Janus et du jumeau maléfique. Donc ne vous étonnez pas, je vous en souhaite encore beaucoup de très très belles synchronicités par là. Non, je suis myope, mais de près je vois mal. Je ne sais pas, il n'y a personne qui ose lever son doigt pour une petite question, même chez les mamans. Hein? Même chez les mamans. Bon, peut-être que quand vous aurez lu. Mais moi, je ne peux pas vous dévoiler la fin. Je vous aurais enlevé le plaisir de découvrir ce que je mijote et ce que mes personnages ont décidé en leur propre liberté de faire ce qu'ils font, de faire ce qu'ils font. Voilà. Et encore une fois, si vous n'avez pas de questions, je suis très émue par... Ah. C'est pas une question, c'est une remarque. C'est que je suis très touchée par la sensibilité et l'intensité avec laquelle tu parles de ton livre. Tu le vis.
quand je te regardais là, je me dis, c'est pas possible. Mais là, c'est un peu un défaut. Question physique, hein, bravo. Moi, c'est un peu un défaut chez moi, parce que je suis trop... quand j'ai une passion, je la refrène pas. Je ne peux pas la refréner, parfois c'est exagéré, parce que quand je parle, quand j'ai un certain point de vue, j'ai tendance un petit peu à être un peu trop, je ne sais pas comment dire. Et ça c'est la passion que tu as vue en moi. Et je suis née comme ça, et je pense que ce deuil a participé beaucoup, parce que quand on touche à une fibre qui est la tapis en moi, là je peux dire tapis, je ne vais pas dire lever. Tapis en moi, il se peut que je réagisse d'une façon un petit peu trop ferme. Mais c'est vrai que vous sentez ma respiration, que je suis très émue de pouvoir parler de ce que j'écris, surtout que ça parle un peu de mon histoire. Hein, et je ne suis pas du tout malheureuse, hein, pas ici. Il y a des moments où je suis malheureuse, ça c'est quand j'écris, que je repense au passé, mais bon, là mais je me nourris de mon chagrin pour écrire. Si je ne suis pas touchée, émue, bouleversée par ce que je raconte, je ne pourrais pas trouver les mots. Les mots, ils viennent de ça. Ils viennent tout seuls. Ils viennent tout seuls parce que j'éprouve quelque chose et là, ils viennent. Et donc, ils sont parfois très forts. Et ils me font pleurer. Mais bon, ça fait partie du jeu. That's the name of the game. You write, you cry. Alors, tout à l'heure, il y a 1 ou 2 téléphones qui ont sonné. Mon Dieu, donc, que vous n'ayez pas décroché, vous aurez entendu notre discours. Et évidemment, bon, comme vous n'aurez peut-être pas tout entendu, vous auriez raconté ce soir, en rentrant, tu sais, j'étais à une réunion, ceci, cela, on a parlé du livre de Touillette. De qui de Touillette? Attends, j'écris. Donc ça veut dire que des gens vont peut-être déjà aller acheter un livre que vous n'avez pas encore lu. Donc c'est ce qu'on souhaite, c'est qu'en rentrant chez vous, vous racontiez partout où vous étiez cet après-midi, et de parler du livre de Touillette. Même sans l'avoir lu, vous pouvez en parler. Ce n'est ni un livre féminin ni un livre masculin, c'est un livre universel que tout le monde va pouvoir déguster. Mais tu vas mettre ça sur YouTube. Il faut que je sois un peu mercantile. Hein. Et nous, chez l'éditeur, on essaiera de faire des capsules. Oui, mais Willy va vous envoyer ce qu'il lâche pas. Ouais. Ok, alors maintenant, c'est la rue et vers Pli ou vers le goûter. And the shop is open. O sol nunca vai parar de brilhar como o meu coração. Eu sei que o mundo não vai parar